Chaque soir, à partir de 21h30 en Wolof et 22h30 en français, les lumières du projecteur brillent sur tous les foyers. Restez connectés sur votre transistor. Walf FM vous retrouve dans votre salon pour mieux vous servir. Projecteur sur la 99.0 du lundi au jeudi. C'est sur la radio des 100 voix. Projecteur, Ramley, l'actualité décryptée au quotidien sous toutes ses facettes ou la lecture expliquée de l'information du jour. Avec les experts projecteurs, Ramley explique les décisions, analyse les positions, éclaire les opinions sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles. Chaque soir, à partir de 21h30 en Wolof et 22h30 en français, les lumières du projecteur brillent sur tous les foyers. Restez connectés sur votre transistor. Walf FM vous retrouve dans votre salon pour mieux vous servir. Projecteur sur la 99.0 du lundi au jeudi. C'est sur la radio des 100 voix. « 22h30, c'est l'heure de projecteur au micro. Ibrahim Benjamin gagne derrière la baie vitrée à Diop Cissé avec la complicité technique de Djibril Ndir. Ce soir, notre invité, c'est Abou Bekr Thiam, enseignant-chercheur en art graphique et numérique. Bonsoir Abou Bekr. Bonsoir Ibrahim. Vous êtes aussi directeur de l'École nationale des arts et métiers de la culture, ENAMSE. Alors, aujourd'hui, le New Deal technologique est lancé pour l'horizon 2034. Alors, qu'est-ce qui va changer avec ce programme? Merci beaucoup Ibrahim. Là, je vais tout simplement donner peut-être une petite présentation assez simple, une définition en fait du New Deal technologique. En fait, qui est une stratégie, un plan qui permet aux uns et aux autres, à tout le monde, de pouvoir utiliser la technologie pour rendre la vie meilleure. Et cela dans tous les secteurs de la vie active. La santé, l'économie, l'enseignement, l'éducation, l'économie, et j'en passe. Pour dire qu'en fait, avec l'essor du numérique, cela irrigue nos habitudes, nos temps de vie. Autant dans les secteurs d'activité, nous ne pouvons pas y aller sans oublier les finances aussi. Et par rapport à la souveraineté, justement, c'est l'axe 1 de ce programme. On veut un Sénégal souverain numériquement. Est-ce possible? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Parce que quand on parle de souveraineté, cela référence à de ces savoirs endogènes, de ces politiques endogènes et justement de la sécurisation en réalité de nos données. Et par là aussi, c'est peut-être un petit clin d'œil que j'ai fait sur déjà la mise en route de notre, comment dirais-je, le data center. Excusez-moi, le data center de Diamniadio. Et là, justement, c'est un pas. C'est un premier pas en fait qui tend justement vers cette souveraineté numérique. Souvent, ce qu'on remarquait, c'est si on prend l'exemple de nos noms de domaine, google.com, yahoo.fr, hotmail.fr, et j'en passe. Là, c'est des noms de domaine qui justement font allusion à un côté, à un secteur plus ou moins local. Je parle de .sn par exemple. Et souvent dans nos structures étatiques, je prends l'exemple de nos universités, quand on
parle de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, unchk.sn, ucat.sn, ugb.sn, unifties.sn par exemple. Donc ça tend justement à aller dans ce sens-là. Ok, mais souveraineté n'est pas gouvernance. Même si on règle le problème de souveraineté, comment gouverner le numérique pour en tout cas aider aussi non seulement les citoyens à bien les manier, à bien les utiliser, mais aussi aider également l'État à mieux organiser cet écosystème. Oui, à ce niveau-là, je pense qu'on va s'orienter dans le sens de la formation. Pourquoi je dis formation? Parce que tout simplement, le numérique avec tous ses aspects, tout ce qui le compose, requiert en fait un mode d'utilisation qui est assez particulier. Donc quand je parle de formation, c'est dans le sens des académies, des écoles. Il est tout à fait important de pouvoir sensibiliser, informer la population sur en fait ce mécanisme-là, comment est-ce qu'il fonctionne. Et à ce niveau-là, quand on parle de gouvernance, cela va surtout renvoyer à la manière dont on va véritablement vouloir se l'approprier et en faire un outil et justement l'utiliser à de bonnes fins. Ok. Alors, et toujours en parlant de la gouvernance, de la souveraineté, alors comment réaliser tout ce projet en aidant justement à l'éducation aux médias et à l'information? Parce qu'aussi l'usage également de ces outils, comme vous venez donc de le dire, doit être aussi une réalité au niveau de nos administrations, n'est-ce pas? Parce qu'on parle aussi de la dématérialisation des services publics. Comment réaliser tout cela sans pour autant aussi aider également les usagers à mieux comprendre ces enjeux? Oui, aujourd'hui, le contexte actuel dans lequel nous vivons nous impose justement cette dématérialisation-là. Si je prends l'exemple de nos services publics, j'aime souvent prendre l'exemple de l'état civil. Il nous arrivait, il y a quelque temps, pour disposer d'un extrait de naissance, si j'habite à Kolda et que je vis à Dakar, il fallait faire tout ce voyage pour aller à Kolda, avoir un extrait de naissance pour revenir, ne serait-ce que même pour faire un concours national. Et ça maintenant, avec justement le numérique, la dématérialisation nous permet d'aller plus vite, en gain de temps, en économie d'énergie, en économie de ressources, et bref, pour ne citer que cela. Et rien que pour ces éléments que je viens de citer, je pense que ce sont des atouts assez importants à considérer. Alors la dématérialisation justement des services publics, c'est l'axe 2 de ce programme New Deal technologique. Ça ne concerne pas seulement l'état civil, ça concerne aussi la formation, l'accès à la formation aussi. C'est aussi, n'est-ce pas, aussi un des piliers aussi de notre développement. Oui, et ça je vous le confirme. Si on prend l'exemple aujourd'hui de nos formations universitaires et au-delà même, aujourd'hui, même au niveau de la formation professionnelle, des collèges d'enseignement moyen, on bascule justement vers ça. Et on ouvre des offres de formation qui sont orientées vers le numérique. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en fait, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Et ces métiers-là, justement, la politique sectorielle justement du ministère de l'Enseignement supérieur s'oriente vers ça. Donner des opportunités à ces jeunes apprenants de s'approprier ces nouveaux métiers-là, justement pour faire valoir en fait des compétences qui vont dans ce sens-là. On prend l'exemple de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, que je connais bien. Il y a des départements, des pôles qui sont orientés vers les sciences et technologies numériques, où il y a des formations. Avec quelle filière, avec quelle formation, les offres? Oui, il y a par exemple les mathématiques appliquées à l'informatique, la cybersécurité, les arts graphiques et numériques, la communication digitale, multimédia, internet, communication, informatique, développement d'applications, multimédia, des programmes de master en multimédia et communication digitale, et
parfois, pour ne citer que cela, système réseau, infrastructure virtuelle, et vous-même, vous êtes vraiment au fait parce qu'on a eu justement à travailler dans ces curricula de formation-là, parce que justement, quand il faut aller vers ça, l'approche design thinking est utilisée, c'est-à-dire on va vers des professionnels qui travaillent dans ces secteurs-là et évaluer les besoins, les profils d'étudiants qu'ils aimeraient recruter dans leur structure. Et en fonction des besoins, on élabore des maquettes de formation justement qui vont... Et quels sont les débouchés justement, parce qu'on parle des métiers du numérique, j'espère que les apprenants auront du métier une fois formés, n'est-ce pas? Oui. Quel métier par exemple? Oui, on a des data scientists, on a des web designers, on a des monteurs, des preneurs de son. Nous avons aussi des informaticiens spécialisés en réseau, en programmation ou en développement web. Nous avons aussi des community managers avec la communication digitale. Nous avons, bon, quand je dis créateur de contenu, c'est vraiment dans la chaîne de production, d'amont en aval. Nous avons aussi... les arts visuels aussi. Oui, les arts visuels. Quand j'ai parlé d'art graphique et numérique, c'est justement en rapport avec ça, dans la création de contenu, où on a des infographistes, on a justement des scénaristes, on a aussi des dessinateurs 3D, des motion designers, etc. Alors, justement, est-ce que l'intelligence artificielle ne va-t-elle pas, en tout cas, aussi tuer certains métiers, comme le métier d'artiste plasticien, qui avait l'habitude justement de travailler avec la main, avec les fresques. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, le numérique, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? C'est une opportunité. Comment? Merci pour cette question. C'est une opportunité dans le sens où aujourd'hui l'intelligence artificielle permet d'aller plus vite, simplement. Parce que l'intelligence artificielle, telle qu'elle se définit, en fait, elle imite l'intelligence humaine avec des facultés de duplication de résultats assez vite, dans le sens vraiment à une échelle plus grande. Si on prend l'exemple de l'artiste plasticien, pour travailler sur une œuvre qui fait 12 mètres carrés, 4 mètres sur 3, je peux travailler sur un fond où il y a un dégradé, en fait d'une couleur rouge vers une couleur verte, avec une progression de manière assez contenue, sans rupture. Vous voyez, si l'artiste utilise cette méthode-là avec le pinceau pour créer ce dégradé-là sur un support de 12 mètres carrés, il peut lui falloir par exemple 2 heures d'application. Mais avec l'intelligence artificielle, il peut produire ce dégradé-là avec une impression numérique qui peut lui prendre maximum 2 minutes. Maintenant, le but c'est quoi? C'est de ne pas s'en arrêter là, mais d'exploiter en fait ce résultat qui lui permet d'aller vite et d'ajouter maintenant ce travail manuel qui lui permet non seulement d'avoir un aspect, un fondu, un arrière-plan très épuré, et en interagissant maintenant avec ce travail manuel-là pour continuer son travail de création d'émotions, d'association des couleurs ou de marouflage avec ces matériaux. Donc c'est une manière de fusionner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Exactement. N'est-ce pas? Donc une combinaison entre l'humain et la machine, n'est-ce pas? Alors, et en ce qui concerne justement l'apprentissage, la formation en ligne, on a vu également que ça prend également de l'ampleur. Alors, pratiquement, même les répétiteurs travaillent avec les plateformes d'apprentissage. Alors, ça veut dire que le numérique aussi est en train de faire ses effets. Oui, tout à fait. Parce qu'en réalité, c'est comme l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure. Quand on parlait en fait de l'économie d'énergie, de temps, d'argent, si on se déplace d'un point A pour aller vers un point B avec tout ce qu'il y a comme contraintes physiques, en utilisant justement des plateformes qui sont dédiées à ça, où par exemple l'enseignant se connecte, les étudiants se connectent à travers une plateforme où l'enseignant voit ses étudiants et vice-versa, et le cours est expliqué avec des séances
de t'aider. Vous voyez, cela permet non seulement aux étudiants qui, par exemple, si on compare ce mode d'enseignement et le mode d'enseignement en présentiel, où l'enseignant peut expliquer une fois qu'il termine, si tu ne suis pas ce qu'il a expliqué, c'est une séance qui est ratée. Donc il y a le mode asynchrone, synchrone comme synchrone également qui permet. Voilà, et que maintenant, même s'il y a des choses qui échappent à l'étudiant, il a la possibilité de faire un review, voilà, de revisionner le cours, exactement, et de voir ce qui se passe. Et ça, ce sont des opportunités que le numérique offre. L'exemple que j'ai donné suivant les localisations, un étudiant qui, avec nos réalités socio-culturelles, qui vivent par exemple en brousse, qui doivent aider les parents dans les travaux champêtres, voyez-vous, il peut travailler, se mettre à l'ombre de l'arbre, allumer sa machine, se connecter et participer à son cours. Idem pour la femme qui est au foyer, ou nos sœurs qui peuvent être en état de, voilà, liées au ménage et tout ça, dans le présentiel, on sait les contraintes que ça peut donner. Et même maintenant aussi, avec le numérique, maintenant, c'est des webinaires, même au niveau des administrations, au niveau des entreprises. Là aussi, c'est une autre opportunité. Oui, on peut avoir des partenaires qui vivent en France au lieu de prendre le billet pour venir jusqu'à Dakar. Donc, c'est des séances en ligne, des réunions virtuelles qui sont organisées où chacun peut donner ses avis et ainsi de suite. On peut élaborer un programme. Et maintenant, pourquoi ne pas aller maintenant vers légiférer carrément et accepter carrément le télétravail, parce que c'était déjà fait au moment de la Covid-19. On avait confiné tout le monde était confiné et tout le monde était obligé de travailler à distance, n'est-ce pas? Oui, et pour ceux qui le comprennent, savent qu'on a beaucoup plus de résultats justement en recourant au télétravail qu'en faisant justement des activités en présentiel. On est plus efficace, on est plus rentable, on gagne plus de temps. On fait plusieurs choses à la fois. Mais on peut faire plusieurs à la fois. On peut travailler 24 sur 24. Oui. Presque. Et il en est de même aussi si on prend l'exemple des finances. Rester là, payer ses factures, payer ses abonnements, Internet. Et même le trésor public aussi est dedans parce que aussi tout est digitalisé pratiquement, n'est-ce pas? Alors il y a aussi les finances publiques. Donc ça prouve tout simplement, c'est pour en venir donc au troisième point, c'est-à-dire le développement et l'économie numérique. Donc c'est le troisième axe justement de ce plan New Deal Technologie. Alors, comment le numérique peut aussi booster notre économie au-delà de la formation, au-delà de tout ce que vous venez de dire et de montrer comme opportunité? Oui, à ce niveau-là, nous avons aussi le développement des startups, donc qui sont de petites entreprises justement qui travaillent dans le numérique et qui travaillent dans l'expansion de projets assez structurés et cela dans tous les secteurs d'activité. Si je prends aussi l'exemple de l'agriculture, aujourd'hui on a la possibilité avec le numérique de faire de la programmation des cultures maraîchères. C'est-à-dire que c'est des systèmes d'irrigation qui sont intégrés dans les champs qui permettent de faire des arrosages à des heures bien précises. Ou par exemple, je ne suis pas obligé de m'exposer au soleil, je suis chez moi, en face de ma machine. Et avec l'usage du drone surtout. Exactement. Et là aussi, au niveau de la sécurité, ça revient. Au niveau de la gendarmerie, on a l'opportunité aujourd'hui de lancer des drones pour faire de la surveillance du territoire. Donc, le numérique ou l'intelligence artificielle est appliqué à tous les domaines. À tous les secteurs d'activité. Alors, mais justement, zéro papier, est-ce possible dans nos administrations? Est-ce que c'est un objectif atteignable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Oui, je dis oui. Dans le sens où, quand on parle de zéro papier, en fait, c'est un concept. Et ce concept, il vise à changer les comportements, il vise à changer les attitudes, à pousser les uns et aux autres à aller vers la rationalisation. On sait qu'aujourd'hui, on consomme énormément de papier.
pour écrire une lettre, une correspondance, pour faire des invitations, pour, etc. Mais aujourd'hui, à travers le numérique, tout cela peut se faire. Si on prend l'exemple de la formation, même les attestations, tout peut être certifié, signé électroniquement et authentifié. Et vérifié par Gaïndé Démé, je pense que... Exactement. Et d'ailleurs, ça, si on prend l'exemple aussi des autorités consulaires, voyez-vous, même aujourd'hui, pour demander un visa, c'est les applications en ligne qu'il faut faire. Une fois que vous avez un rendez-vous, ce qui reste, c'est un travail de conformité entre les documents que vous avez et ce qui est déjà... Et même les billets électroniques, les billets également, c'est les billets électroniques aussi. Exactement. Partout. Exactement. Et tout ça, maintenant, c'est assez structuré et intégré dans des codes QR qui permettent justement, à travers un scan, d'avoir toute une information, toutes les données, justement, à travers simplement un symbole. Vous voyez, une concentration de données, de N données, à travers une petite figure. Alors, donc pour vous, les imprimantes doivent carrément disparaître? Je ne dirais pas oui, mais je suis d'avis à ce qu'elles disparaissent. Mais peut-être progressivement. Exactement, avec le temps, jusqu'à ce qu'on atteigne cette vitesse de croisière au niveau de cette digitalisation. Alors, dernier point de ce New Deal que nous allons décrypter aujourd'hui dans Projecteur. Le quatrième point, c'est le Sénégal, leader africain dans le numérique. Ça aussi, est-ce réalisable? Est-ce possible devant des géants du numérique comme l'Afrique du Sud et le Maroc? Oui, j'y crois. J'y crois dans le sens où les compétences, la matière grise, elle est là. J'avais donné l'exemple antérieurement, en fait, de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique, pour dire, en fait, que ce sont des organisations qui sont assez structurées et avec des chercheurs de grande renommée, qui ont travaillé sur d'énormes projets de thèse et d'énormes projets partout en Afrique et dans le monde d'ailleurs. Parce qu'ils ont fait des publications allant dans ce sens. Et cette question qui est liée à la notoriété, pour moi, doit s'orienter sans complexe. Certes, il y a des réalités. Il y a des avancées notoires du point de vue chronologique. Ils nous ont devancés depuis un certain temps dans ces concepts, dans ces idées-là. Soit c'est lié à la logistique, mais du point de vue intellectuel, du point de vue compétence, du point de vue ressources humaines, tout est là. Nous ne sommes pas en reste. Donc vous pensez que le Sénégal sera sous peu, peut-être d'ici 2034, parce que le projet c'est pour 2034. D'ici 2034, le Sénégal, tout le Sénégal sera... bon, il parle de société augmentée. Enfin, qu'est-ce que cela suppose? Bon, je me disais, société augmentée, quand même sera différente de la réalité augmentée, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est différent. C'est différent. Parce que quand on parle de société augmentée, on va faire une simple comparaison de l'état de 2000 à 2034, par exemple. En 2000, nous n'avions pas, en fait, tout ce dispositif-là lié au numérique, à l'utilisation de toutes ces applications, ces smartphones, etc. Mais en 2034, justement, on tend vers cela avec le New Deal technologique, où maintenant on va placer justement le numérique au centre de ses préoccupations et dans tous les secteurs d'activité pour permettre à la population, à la communauté de pouvoir justement bénéficier de toutes ces opportunités-là pour voilà, faire valoir cela dans les secteurs d'activité. Et maintenant, cela est bien possible dans le contexte où, par exemple, cela va se faire ressentir justement dans les secteurs comme l'éducation, l'économie, la santé, les finances, l'agriculture, etc. Mais en fait, c'est en réalité des domaines dans lesquels vraiment il y a une certaine maîtrise qui nous pousse justement à aller dans ce sens. Et moi, j'y crois fermement que c'est... Voilà. Mais l'autre défi, c'est aussi
la gouvernance numérique. Alors, là aussi, comment réussir cette gouvernance face justement à la percée du numérique et face également à l'usage de ces outils numériques de manière aussi dispersée. Voilà, donc je crois qu'à ce niveau-là, là c'est une question de stratégie qui va se poser. Et là, heureusement que l'État l'a compris. Il y a des structures en fait qui sont là justement pour réguler cela. Il y a des structures qui sont là pour réguler cela. Et antérieurement, j'ai suivi une communication du ministre de la Communication d'ailleurs, qui allait dans ce sens. Parce que il faut qu'on aille vers une politique qui vise à structurer les choses, à former et à informer, à sensibiliser justement les utilisateurs du numérique. Pour véritablement encadrer en fait cela. Avec un programme d'éducation donc aux médias et à l'information. Exactement. Exactement. Voilà, que ce soit dans les... Mais il faut commencer d'abord par les collèges aussi, parce que je pense qu'il y a des programmes dans certains pays, il y a déjà des programmes au niveau du collège, au niveau même du primaire, pour justement former les gens dans ce domaine, pour une éducation vraiment à l'usage de ces outils-là. Et c'est pourquoi j'ai parlé de formation. Et là, je vais citer un exemple tout à fait simple. Au niveau, par exemple, de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, un programme qui est spécialement conçu et orienté dans ce sens-là, que l'on appelle le Legal Tech. Legal Tech, Legal Technology, Legal Tech. C'est l'usage du numérique par exactement, voilà. Okay. Ouais. Et voilà, c'est les sciences juridiques en fait qui œuvrent dans ce sens-là, comme on est dans l'université. Ok, donc les juristes qui utilisent le numérique pour l'application. Exactement. Donc, et tout ce qui est lié au droit du numérique. Ok, ok, je vois. Donc, en quelque sorte, c'est le droit du numérique, mais au-delà de l'application, je veux dire. Oui, en fait, c'est bien encadré. Là, j'en parle globalement. Mais si, par exemple, il s'agissait d'un collègue qui est un juriste bien spécialisé dans ce domaine-là, peut-être qu'il pourrait apporter beaucoup plus d'éléments dans ce sens-là. Donc, mais le juriste doit être aussi formé dans le domaine du numérique. Oui, et ils le sont déjà. Voilà. Et ils le sont déjà. Oui. D'accord. Merci beaucoup, professeur Aboubakry Thiam. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en art graphique et numérique, directeur aussi général de l'École nationale des arts et métiers de la culture, ex-ENAMC. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, c'était tout donc pour votre magazine Projecteur. Alors, je remercie nos voyants techniciens, Djibril Ndir à la partie vidéo sur Walfounet. Vous nous suivez sur la chaîne YouTube, mais aussi à DJ Youssouyata qui a assuré la relève de Awa Diop Cissé. Merci à vous, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi au micro. C'était Ibrahim Benjamin Gagna à de même heure, même fréquence pour un autre numéro de Projecteur.